Merci Romain et Patrick de votre invitation. Comme l'ont dit mes collègues, c'est un vrai bonheur de revenir dans le pays où j'ai commencé mes études de médecine. Alors, par contre, le sujet est difficile parce que 10 minutes pour parler de la syndesmose, il a fallu que je fasse vraiment de la synthèse et je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette communication. Alors, un petit bref rappel de l'anatomie. Au niveau de la syndesmose, vous avez donc le LTFAI, qui est le gros ligament antérieur, qui est le seul accessible à la palpation clinique. Le ligament interosseux, vous avez le ligament postérieur, qui n'est absolument pas palpable, puisque très en profondeur, et le ligament tibiofibulaire transverse, qui est également très profond. Un petit rappel sur le LTFAI. Comme l'ATF qui est souvent décrit dès qu'on fait des dissections anatomiques avec 2 faisceaux, le LTFAI peut comprendre 3 faisceaux. Et quand vous lisez les comptes rendus de nos chers radiologues avec soit l'échographie, soit l'IRM, on nous parle du LTFAI, mais manifestement, je lis quasiment jamais le fait que c'est le faisceau supérieur, moyen ou inférieur qui a été touché. Par contre, à leur décharge, c'est très difficile puisqu'ils sont tous collés les uns avec les autres. Mais sachez qu'il y a 3 faisceaux qui peuvent peut-être expliquer un certain nombre de problèmes de pathologies secondaires qu'on va décrire après. La biomécanique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez votre mortaise qui bouge en flexion-extension, il faut savoir que la fibula, suivant que vous êtes en flexion plantaire ou en dorsiflexion, fait une rotation axiale le long du tibia. Donc vous voyez grosso modo de 3 à 5 degrés en flexion plantaire et idem en dorsiflexion. Guillu a eu bien démontré sur ce schéma-là que je vais vous accélérer, le fait que dès que vous avez un mécanisme de dorsiflexion, rotation latérale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, suivez un peu le LTFAI, qui commence déjà à se détendre, puis il progressivement va se rompre, progressivement la fibula part en arrière, avec le ligament interosseux qui ensuite s'est touché, progressivement la fibula vient impacter la partie postérieure du pilon tibial, entraînant donc une lésion du LTFPI, puis progressivement des petits arrachements osseux au niveau de la margelle postérieure, voire un véritable arrachement. Et enfin, quand tout est touché, vous avez un véritable diastasis qui est facilement celui-là visible dès qu'on fait une radio. Alors, pourquoi la rechercher? Parce qu'en fait, elle est très fréquente, cette lésion de la syndesmose, suivant les études. C'est entre 11 et 30%. Au foot, on est aux alentours d'une 10%, 10-12%. On est moins qu'au rugby parce qu'on n'est pas dans les mécanismes comme au rugby avec des mécanismes de compression, de dorsiflexion, rotation latérale. Mais elle existe pour mon expérience de suivi d'équipe de football et entre autres celle du Red Star. Depuis 5 ans, j'en ai eu 2 sur les 5 dernières années. Et Dieu sait si je la recherche. Donc vous voyez que ce n'est pas si fréquent que ça au football. Par contre, il y a d'autres sports où c'est beaucoup plus fréquent. Donc il faut la rechercher systématiquement afin d'éviter d'avoir des problèmes secondaires sur cette cheville. Donc l'examen clinique, qu'est-ce qu'on a? On a l'interrogatoire. L'un des trucs importants à retenir, c'est que parfois le sujet, dans plus de 30% des cas, n'est pas capable de vous décrire ce qui s'est réellement passé, ce qui doit vous faire tilter sur une éventuelle lésion de la syndesmose. Ils ont, dans un certain nombre de cas, une impotence fonctionnelle immédiate, mais parfois non, parce que parfois ils viennent vous consulter que 10-15 jours après, parce qu'en fait ils arrivent à marcher, ils arrivent à trottiner, mais ils ne peuvent pas accélérer. Et donc ils viennent vous voir 10-15 jours après. Alors certes, vous n'avez pas une lésion importante de la syndesmose, mais quand vous la recherchez, vous la retrouvez avec souvent une distension du ligament antérieur. Et interrogez-les bien pour savoir si notamment dans ce mécanisme de dorsiflexion, rotation latérale, la douleur n'est pas remontée dans la jambe. Certains vous le disent et on le retrouve dans à peu près 30% des cas à l'interrogatoire. Voilà les tests qu'on peut effectuer donc en dorsiflexion, rotation latérale, genou fléchi sur la table, genou fléchi en dehors de la table. Vous avez tous les tests de compression de la tibiofibulaire inférieure, qui est le squeeze test, le test de Hopkinson. Donc il y a un certain nombre de tests qui sont décrits dans la littérature. Le cross-leg test, pareil, que l'on peut effectuer en exerçant une pression au niveau du genou pour aller comprimer cette tibiofibulaire. Le cotton test, où on va faire pareil, une compression au niveau de cette tibiofibulaire inférieure. Vous pouvez également, quand c'est possible, empaumer cette partie distale de la fibula et essayer de regarder s'il y a un jeu par rapport au tibia. Et quand vous êtes un peu à distance du traumatisme, d'essayer de faire un test en 2 temps, d'ailleurs le test de flexion, vous allez demander au sujet de se mettre en légère rotation latérale, de commencer à faire sa dorsiflexion et le poids de corps,
À un moment donné, il va s'arrêter s'il a cette douleur sur cette fibula et vous empaumez donc la tibio-fibulaire et vous lui demandez de continuer de descendre. Ne lâchez surtout pas parce que si effectivement il a une douleur, il va avoir beaucoup plus mal là-dessus. Et classiquement décrit dans la littérature qu'on peut y inclure un sautillement unipodal, mais qui n'est pas du tout spécifique évidemment d'une lésion de la syndesmose. Et pour terminer, donc la palpation, je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul accessible à la palpation sur la syndesmose, c'est le LTFAI, qui est à peu près un bon centimètre au-dessus du ligament talofibulaire antérieur. Mais quand vous avez un œdème dans cette région-là, vous vous doutez bien que c'est assez compliqué d'aller savoir si le LTFAI est touché. Donc, qu'avons-nous à notre disposition pour essayer de la mettre en évidence ? Pourquoi? Parce que sur le plan clinique, on est entre guillemets pas si bon que ça. Hein. Vous voyez que la sensibilité de la rotation latérale, c'est selon les études entre 50 et 85%. La dorsiflexion, pareil. Et la palpation, on va de 40 à 95% de sensibilité. Donc la clinique peut être mise en défaut assez souvent, donc on va avoir besoin de l'imagerie. Alors l'imagerie, les radiologues, quand vous regardez actuellement les nombreuses publications qu'il y a dessus, ça cherche tous azimuts pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en évidence cette lésion de la syndesmose. Et ce qui nous intéresse, nous thérapeutes, c'est de savoir est-ce qu'il y a ou pas la présence d'un diastasis qui pourrait modifier la prise en charge entre le traitement médical, orthopédique et le traitement chirurgical. Donc on a la radio, effectivement, on peut utiliser les critères d'Ottawa classiques sur un traumatisme de cheville. En premier lieu, on fait l'échographie, qui est effectivement extrêmement performante pour déterminer la rupture du LTFAI. Vous allez avoir effectivement un peu plus de mal pour savoir si le ligament interosseux ou la membrane interosseuse a été touchée, et encore moins le LTFPI, sauf parfois s'appeler éventuellement M. Brasseur, mais qui, même en regardant bien, a parfois du mal à nous les trouver. Donc, l'imagerie actuelle, le gold standard, c'est l'IRM. En clair, dès que vous avez une très forte suspicion clinique, plus une lésion à l'échographie visible, il faut aller à l'IRM derrière pour aller faire le bilan de cette syndesmose et savoir s'il n'y a pas d'autres lésions autres que le LTFAI touché. Le scanner nous permet également de regarder en positionnant le pied en rotation latérale avec dorsiflexion, ce qui nécessite donc, pour le scanner comme pour l'IRM, de bien préciser à votre radiologue que vous recherchez une syndesmose. Parce qu'il faut effectivement orienter notre radiologue pour pouvoir regarder avec attention cette région. Il y avait une étude intéressante qui date maintenant d'une dizaine d'années sur des IRM de chevilles saines, 15 sujets, 30 chevilles, et suivant le plan qui avait été proposé entre un plan axial ou un plan légèrement oblique à 45 degrés, ben vous voyez que vous aviez des différences dans l'analyse et l'interprétation de ce fameux LTFAI. Donc les classifications actuelles, c'est la classification de SICA. Le grade 1, c'est la lésion isolée du LTFAI. Le grade 2, c'est le grade 1 avec une lésion de la membrane interosseuse. Le grade 3, c'est le grade 2 plus la lésion du LTFPI. Et le grade 4, c'est le grade 3 plus la lésion du plan médial associé. Un petit truc intéressant qu'on a issu du scanner puis transposé en IRM, c'est cette fameuse ligne tibiofibulaire de Gifford, qui nous permet éventuellement d'aller regarder, vous voyez, entre une cheville normale et une cheville anormale, de savoir si cet espace entre les deux a augmenté de plus de 2 mm, qui pourrait nous orienter vers une cheville instable avec un diastasis secondaire. Les classifications actuelles, l'ESCA donc l'a faite entre les lésions dites aiguës, c'est moins de 6 semaines, les lésions chroniques, c'est plus de 6 mois, et les subaiguës, bien évidemment, c'est entre les deux. Les variétés lésionnelles, qu'est-ce que nous avons au niveau de la LTFAI? Soit elle est aiguë, soit elle est chronique. Elle est aiguë avec ou sans diastasis. Et sans diastasis, on a soit une rupture partielle, soit une rupture complète du LTFAI. Et diastasis, c'est tout le complexe ligamentaire qui est rompu. Et dans les chroniques, on l'a le plus souvent sans diastasis, mais parfois on en voit à distance, avec quand même un diastasis qu'on peut mettre en évidence. Les associations lésionnelles, il faut s'en méfier, parce qu'il y a évidemment toute la partie fracture qui va être relativement visible à la radio et au scanner, hein, la classique bimalléolaire ou la Maisonneuve, et qu'il va falloir toujours regarder si on a besoin de traiter la lésion de la syndesmose associée quand on va prendre en charge ces lésions fracturaires au niveau de la cheville.
Et il y a souvent un plan médial qui peut être associé, soit avec ou sans diastasis. Il peut y avoir dans les diagnostics différentiels sur ces douleurs antérieures des lésions des rétinaculums des extenseurs, et puis bien vérifier, notamment sur vos radios et scans, s'il n'y a pas une fracture de la margelle antérieure ou postérieure. Je vous ai mis que l'ATF était possible parce qu'on a des associations lésionnelles entre un sujet qui a fait un premier mécanisme en varus, puis qui est parti ensuite en dorsiflexion, ce qui fait que quand vous le voyez, vous avez une lésion du faisceau antérieur talofibulaire et du faisceau antérieur de la tibiofibulaire. Dans le traitement, qu'est-ce qu'on a actuellement à notre disposition? Le grade 1, c'est une rupture partielle plus ou moins complète du LTFAI sans atteinte a priori des autres lésions ou en tout cas juste des petits étirements. Le traitement, il va être soit fonctionnel, soit orthopédique. Le grade 2, c'est celui-là qui nous pose le plus de problèmes puisque est-ce que c'est une cheville stable ou une cheville instable? Est-ce qu'il y a une lésion de façon à chaque fois complète du LTFAI et l'association du ligament interosseux plus ou moins du ligament collatéral médial? Il faut essayer de tout faire pour essayer de mettre en évidence ce diastasis. Et le grade 3, il n'y a pas de discussion, c'est un diastasis visible d'emblée et c'est le traitement chirurgical. Ah, ça n'avance plus, c'est bloqué. Vous pourriez m'avancer la diapositive? Merci. Donc dans le traitement orthopédique, protocole police classique avec marche avec une attelle, pose d'une boîte amovible avec le fait de dire au sujet qu'il ne faut absolument pas faire de dorsiflexion pour essayer de laisser cicatriser cette mortaise, et puis rééducation classique derrière, en sachant que la rééducation de la syndesmose et le retour au sport pour la syndesmose est beaucoup plus long qu'une simple entorse de cheville. Grosso modo, vous multipliez par 2 les délais. Donc on avait fait une étude à l'INSEP qui est en cours de publication. On avait inclus donc pendant 4 ans tous les traumatismes de cheville de tous les athlètes représentés à l'INSEP, avec un suivi jusqu'à quasiment 4 ans derrière pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous voyez, on est dans la littérature, hein, on a à peu près le même nombre de traumatismes de cheville, hein, à peu près 22% sont des lésions de la syndesmose. Particularité des sports représentés à l'INSEP, judo, lutte notamment, et vous voyez que judo et lutte, avec des mécanismes de dorsiflexion, rotation latérale, ben c'est quasiment une cheville sur 2 sur lequel il y a une lésion de la syndesmose. Donc un des messages aussi, c'est si vous voyez des judokas ou des lutteurs, même si ce n'est pas la thématique sportive du jour, pensez à aller rechercher la syndesmose. Le rugby, c'est pareil. Le traitement a été soit fonctionnel, soit grade 2, soit grade 3 en fonction des typologies avec bottes de marche, résine ou chirurgie. Il n'y en a que 2 qui ont été opérés sur l'ensemble de notre série. 30% de nos athlètes de haut niveau, comme d'habitude, n'ont pas respecté la durée du port de la telle et les bottes de marche. Mais ça, on le sait. Et globalement, ils ont tous récupéré. Il y en a un qui a récidivé, c'est avec une entorse contralatérale. Quelques douleurs résiduelles, parce que souvent sur des reprises un peu trop précoces, mais globalement, ils ont tous récupéré. Donc les propositions sont les suivantes. Hein. Actuellement, c'est le grade 1, c'est un traitement donc non chirurgical. Grosso modo, entre 3 et 6 semaines d'immobilisation en fonction de la douleur de l'individu, avec une remise progressivement en charge et au sport, qui est un minimum de 6 semaines. Le grade 2, dès lors qu'on reste en traitement non chirurgical, est une décharge initiale. Dans la littérature, ça varie entre 3 et 6 semaines, associée à une rééducation spécifique. Et dans le cas où dans le grade 2, on va dire grade 2B plus important, on est sur le traitement chirurgical, ben c'est comme le grade 3 et 4. Vous voyez que les délais de retour au sport peuvent aller jusqu'à quasiment 4 à 6 mois. Ronnie Lopez, qui travaille beaucoup là-dessus et que vous connaissez parmi les chirurgiens, se pose la question de dire, dans les grades 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'éventuellement on va jusqu'à l'arthroscopie, si sur le plan radiologique, on n'arrive pas à mettre en évidence ce diastagisme, notamment chez un sportif de haut niveau, ou est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres techniques comme la needle arthroscopie, un peu moins invasive probablement que l'arthroscopie, nous permettant d'aller visualiser cette articulation et de voir si on arrive à mettre en évidence
ce diastasis. Voilà, pour terminer, donc, c'est faire le diagnostic de cette lésion de la syndesmose. Vous avez la clinique, mais elle n'est pas hyper performante. Il faut très vite passer sur l'échographie, puis l'IRM, pour aller objectiver cette lésion de la syndesmose, et puis en adapter derrière le traitement, qui peut être donc fonctionnel quand vous avez un grade 1 minime, jusqu'au traitement orthopédique et le traitement chirurgical en grade 3. Il est clair que si le diagnostic n'est pas établi, vous allez avoir un très mauvais résultat sur cette cheville et le patient, vous allez le suivre pendant quelques années. Je vous remercie. Merci Alain de cette très belle communication. Je voudrais poser une question un peu provocatrice. On est là pour ça. Dans la statistique de l'INS, finalement, il y a très peu de cas opérés, 2, je crois, opérés. Ouais. Et donc, est-ce que ça justifie un traitement chirurgical s'il y a si peu de cas opérés et des résultats aussi bons? Et deuxième, toute petite question, est-ce qu'en chirurgie, il ne faut pas se contenter du simple boulonnage, mais faire aussi la réparation ligamentaire? Alors, pour répondre à la première question, je rappelle bien qu'à l'INSEP, on n'a pas tous les sports, nous n'avons pas de rugby, et notamment tous les acteurs qui suivent des rugbyman ont beaucoup plus, dans la dynamique du mécanisme de la cheville, beaucoup plus de mouvements par rapport au judo et à la lutte. Judo-lutte, on est très statique. Je ne vous ai pas mis de vidéo parce que je n'avais pas le temps, mais on est sur des appuis forts, avec peu d'énergie cinétique, sur le sujet qui part en rotation latérale, etc. On a très peu, en fait, de grade 3 dans notre série. Est-ce que c'était la période ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on en a peu. Par contre, au rugby, il y en a beaucoup plus. Et ils sont beaucoup plus sur des grades 3 et donc se font opérer. Pour la question chirurgicale, je vais laisser les chirurgiens parler parce que ce n'est pas mon domaine de savoir. Je sais que dans la littérature, ça se bat entre les boutons, les fixations avec les vis, etc. Ça se débat là-dessus, mais je ne vais pas en parler puisque je ne connais pas. Alors, moi, je suis un grand spécialiste de la cheville. Je ne fais plus trop de cheville, mais je pense que c'est pas encore établi. Il y en a qui font des réparations, il y en a qui mettent des boutons pour fermer la syndesmose, il y en a qui mettent des vis. En tout cas, quand on met des vis, il faut les retirer au bout de 6 semaines. Mais après, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je sais pas s'il y a un chirurgien qui fait beaucoup de chevilles ici, mais pas franchement d'avis. Je crois que c'est beaucoup une question d'école, quand même. Oui, mais dans la littérature, il y a des comparaisons entre l'utilisation des boutons, l'utilisation des vis, etc. Mais ce n'est pas tranché puisque chaque équipe fait son truc, etc. Par contre, les vis, oui, à 6 semaines, on les retire, ça c'est clair. Le message, c'est surtout quand il y a une lésion, notamment bimalléolaire et tout, d'aller penser à les vérifier qu'il n'y ait pas la syndesmose qu'il faut traiter en même temps. Mais ça, en tant que chirurgien, vous le savez très bien. Ça, je savais. Bon, merci beaucoup.